Donc moi je suis Simon Feujas, je suis donc étudiant à l'Engmin en parcours programmation. Euh, tu veux continuer. Ah oui, c'est là. Bon, évidemment, je ne suis pas de promotion, je ne sais pas comment fonctionne un micro. Moi, je m'appelle Chris Norton, moi je suis de San Francisco et je suis dans le parcours UX Design ou ce qu'on appelle en angevine ergonomie. Bonjour, je m'appelle Nadia Tala, je suis étudiante aussi au CNED Management et je suis dans le parcours ergonomie comme Chris. Euh, du coup, donc à l'Engmin, on est séparés en six spécialités qui sont donc affichées, que Axel vous a présentées brièvement. Moi, je vais vous parler donc du parcours programmation que je fais et aussi du parcours conception visuelle, qui va être toute la partie graphisme, VFX, modélisation 3D, etc. Du coup, pour la spécialité programmation, je pense que le meilleur moyen de présenter le parcours, c'est de vous dire à peu près les métiers auxquels la formation prépare. Ça va être plutôt des métiers donc de développeurs en jeux vidéo. Ça va être comme un développeur informatique, sauf qu'on va moins s'embêter avec des lignes de code et plus avec des artistes et à communiquer avec eux pour mettre en place ce qu'ils ont en tête avec des créatifs. C'est plutôt intéressant comme métier. Donc on va avoir les métiers de développeur gameplay qui va se concentrer à mettre en place ce que le game designer a en tête et tout ce qui va être le contrôleur, tout ce qui va être en fait, ce qui fait fonctionner le jeu. On va avoir par exemple des développeurs dits tech art, donc technical artists, qui vont faire le lien avec généralement la partie graphique et conception sonore. On va avoir aussi des développeurs dits outils qui vont être développeurs beaucoup plus orientés sur de l'informatique un peu plus classique, on va dire, qui vont développer les différents outils dont vont avoir besoin les créatifs pour la création du jeu. Bref, on va avoir aussi les développeurs IA qui vont développer l'intelligence artificielle, comme ce que fait Axel. Euh, dans l'idée, dans la formation, on va voir un petit peu, on va avoir un éventail de tous ces métiers et de tout le bagage technique dont on va avoir besoin dans l'industrie. On vient tous plus ou moins, donc on arrive en master, donc c'est du bac, on arrive tous bac plus 3, donc on a tous un bagage, du moins dans le parcours programmation, un bagage du monde de l'informatique ou du développement. On a des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs avant, on a des gens qui ont fait juste une licence informatique comme moi, on a des gens qui viennent d'écoles privées de jeux vidéo. Bref, on a des profils plutôt variés. Et en fait, c'est quelque chose qui va être commun à la plupart des spécialités de l'Engmin, c'est qu'on a des profils très variés et très divers. Et c'est ça qui est super intéressant parce que ça permet d'avoir une confrontation d'idées, d'expériences dans la création des projets, qui est vraiment intéressante. Euh, du coup, en plus des projets qu'on va voir qui vont être avec les autres spécialités, la spécialité programmation aussi va centrer autour de projets qu'on va devoir faire en duo ou seul. On va avoir des projets centrés sur la génération procédurale, sur le développement d'une IA. On va avoir aussi sur du développement moteur et de shader qui vont être donc le fait de rentrer dans le cambouis, comme j'aime bien dire, du code et développer la partie graphique à partir de ça. Donc c'est vraiment très intéressant en termes de développement pur. Mais on a beaucoup de projets et c'est ça qui permet en fait de se développer. On va avoir des parties théoriques mais qui vont être toujours reliées à un projet, à une finalité. Ce qui, voilà, ce qui permet en fait de se motiver pour la formation. C'est vraiment, vraiment cool. Pour faire un petit lien avec votre monde, qui est le monde du cinéma, il faut savoir que le développement de jeux vidéo a de plus en plus de liens avec le cinéma, notamment sur les côtés moteurs de jeu. Il faut savoir qu'à l'Engine, on utilise deux moteurs de jeu principalement. On va utiliser l'Unity Engine et l'Unreal Engine. Pour Unity, il est encore très centré sur le développement de jeux vidéo et très généraliste, mais l'Unreal Engine est un moteur qui va être aussi orienté sur des rendus plutôt réalistes et
de grande qualité. Ils ont notamment développé des technologies comme la technologie Nanite qui permet d'utiliser des modèles 3D sans forcément faire un pré-traitement, histoire qu'ils puissent se rendre en temps réel. Et l'Unreal Engine, c'est une technologie qui est utilisée en fait dans le monde du cinéma actuellement. Unreal, la boîte qui gère l'Unreal Engine, essaye d'avoir de plus en plus de pieds, on va dire, dans le monde du cinéma et utilisé pour des rendus. Je crois qu'il a été utilisé notamment dans la série Mandalorian par Disney, où une partie des paysages qu'on voit en fait ont été rendus dans le Unreal Engine, et les acteurs ont été filmés devant. Donc on a vraiment des liens très forts entre le développement de jeux et entre le développement de jeux et cinéma, et on va dire des problématiques très similaires. Pour ce qui est de la spécialité, conception graphique, ça va être une formation qui est, excusez-moi si je suis un peu moins à l'aise pour en parler, parce que du coup j'ai demandé à mes collègues conception graphique, mais j'y connais un peu moins. Dans l'idée, c'est pour former à tous les métiers qui vont être liés à la conception graphique du domaine du jeu vidéo. Ça peut être très varié, parce que le jeu vidéo, ça peut aller de la 2D à la 3D, ça peut aller du cinéma, d'animation. On a aussi des profils très variés. Il y a des gens qui viennent de l'animation, des gens qui viennent de la modélisation 3D, de l'animation 3D. Ça va être des problématiques qui vont se présenter similaires à celles du cinéma d'animation. Donc on va avoir du rigging, on va avoir de la modélisation, on va avoir tout le pipeline de rendu graphique qui va être revu, qui est vu lors de la formation en conception visuelle. Voilà, il y a aussi toute une partie qui est sur les VFX qui est très sympathique, où ça permet de faire des effets, des explosions et des fumées. On aime beaucoup, côté prog, on aime beaucoup les aider là-dessus parce que c'est marrant, on aime bien les explosions. Après, en termes de cours, il faut aussi beaucoup de concept art. Ils ont des cours de concept art, de recherche visuelle. C'est plutôt une formation qui va orienter vers la direction artistique. Donc le fait de donner une direction au projet artistiquement, c'est un directeur artistique quoi. Les élèves en parcours conception visuelle vont utiliser plusieurs logiciels, principalement Blender, qui est une solution open source, qui est peut-être moins utilisée dans le domaine du cinéma, parce que c'est encore un peu... il y a des logiciels qui sont très performants, qui sont très installés, et des solutions open source comme Blender sont peut-être pas encore suffisamment performantes par rapport, mais on utiliser aussi d'autres logiciels comme Substance Painter pour tout ce qui est la texture. Voilà. Dans l'idée, on m'a dit de dire absolument que c'était beaucoup de profils compatibles entre graphes, c'est-à-dire donc du coup nous on les appelle les graphes, conception visuelle parce qu'ils font du graphisme. Comme les prog, on les appelle les prog parce qu'on fait de la programmation. On aime bien les petits mots. Et c'est beaucoup de profils qui se complètent. C'est-à-dire, on n'a pas de profil type de graphe dans la formation. On va avoir donc des gens qui vont faire plus du concept, plus de l'animation. Et ça va être des profils qui vont se compléter lors des projets. C'est ça qui est super intéressant. Voilà, donc je vais laisser la parole à Nadia pour la suite. Du coup, je vais vous présenter donc, deux formations, donc le game design et donc la seconde formation dont je vais vous parler, c'est l'ergonomie, donc l'UX design, ce que je fais. Donc je vais commencer d'abord par le game design. Donc le game design, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'un game designer ? C'est une personne qui va créer vraiment l'environnement, qui va créer l'univers du jeu, qui va définir les règles, qui va définir aussi les commandes, c'est-à-dire que si vous jouez sur manette, quelle touche vous allez utiliser, si vous jouez avec une Wiimote, comment vous allez l'utiliser, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est pas ma spécialité, donc je vous explique un petit peu ce que je comprends aussi. Donc le game designer, il va aussi définir un petit peu tous les obstacles. Donc il va créer l'univers. Il va dire ok, bon, on va donner des défis au joueur. Il va devoir faire ça, il va devoir aller là. Comment on va le motiver ? Parce qu'on c'est bien, on lui donne des obstacles, on lui donne des objectifs, mais comment on va motiver le joueur à aller là où on a envie qu'il aille ? Quels obstacles on va lui donner pour que, enfin, on va lui mettre. Quels obstacles il va devoir surmonter pour aller vers cet objectif.
Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, c'est vrai, effectivement. Du coup, donc le but du game designer, c'est avant tout de rendre un jeu fun. Et c'est pour ça qu'il va tout mettre en œuvre pour que les joueurs accrochent directement au jeu. En général, c'est les personnes qui vont pitcher. Donc tout à l'heure, Axel vous a parlé des étudiants qui vont pitcher un jeu, c'est-à-dire qu'ils vont dire voilà ce qui va se passer dans le jeu. C'est ceux qui vont apprendre à pitcher un jeu parce que c'est à eux qu'on va demander plus tard, lorsqu'ils créent un jeu, de dire bon, voilà l'univers que j'ai créé et comment je vais vous le présenter. Voilà. Donc aussi, je vous ai dit que le game designer, c'était celui qui imaginait aussi les mécaniques de jeu. Donc c'est un peu moi je trouve que c'est un peu des savants fous. Donc ils vont tester un peu ce qu'ils veulent. Ils vont se dire bon tiens, on va faire cette mécanique parce que je l'ai vu dans tel jeu et on va essayer de l'adapter à notre jeu. Et en fait, suite à il va donner beaucoup d'idées. Et en fait, on va les tester perpétuellement. On va se dire, OK, on les teste, mais on ne sait pas ce que ça va donner en vrai. Donc, les joueurs vont tester ce mécanisme-là. Ils vont se dire, OK, ça fonctionne, OK, on le garde. Bon, bah, on va rajouter autre chose. Et c'est comme ça, en fait. Le game design, c'est une itération constante pour s'adapter aux besoins des joueurs. Voilà. Donc, je vais vous parler du deuxième parcours, donc le mien. Le parcours ergonomie, donc UX design. Alors, on crée des jeux, mais on crée des jeux pour qui? Pour des joueurs. Et les joueurs ont forcément des limites, que ce soit psychologiques, donc cognitives, ou physiques. Et ça, c'est important de les prendre en compte quand on met justement les joueurs face à un écran ou face à un jeu. Dans l'exemple, par exemple, du jeu que Axel vous a montré tout à l'heure dans une salle de cinéma, c'est intéressant de se demander, OK, le jeu fonctionne peut-être pour 4-5 joueurs, imaginons, ou 30 joueurs, mais qu'est-ce que ça donne si on est 100 ? Qu'est-ce que ça donne en termes de rendu? Est-ce que ça va pas être confus? Est-ce que ça va être clair? Est-ce que les joueurs vont comprendre ce qu'il faut faire? Est-ce qu'en termes d'interface, tout est clair? Est-ce qu'il y a des mécanismes à apprendre? Est-ce que est-ce que les mécaniques à apprendre du jeu par le joueur, je sais pas si c'est clair, ça va être clair? Et comment, si ça l'est pas, comment on va amener le joueur à apprendre tout ça? Donc ça, c'est le rôle de l'ergonome qui va discuter directement avec le game designer en lui disant bah voilà, on va tester cette mécanique, mais là par contre ça c'est pas compris par le joueur. Là il y a trop de couleurs, c'est pas clair. Il faut qu'on modifie ça. Et donc ça c'est une première partie du rôle d'ergonome dans le jeu. Donc c'est pendant la conception. Et la seconde partie, ça va vraiment, il va vraiment avoir le rôle de responsable de test. Donc c'est lui qui va vraiment être amené à tester les jeux et à se baser sur du rendu statistique, à faire des études un petit peu à chaque fois qu'il y a une itération de jeu. On va faire des petites études, on va prendre des notes, on va faire des petits calculs sur nos ordinateurs pour avoir des nombres et pour le communiquer aussi à l'équipe, leur dire bon bah voilà, là sur 10 joueurs, il ne faut pas un ordinateur pour faire ça, mais c'est plus complexe que ça. Sur 10 joueurs, il y en a 3 qui n'ont pas du tout compris ce qu'il fallait faire. Et ça, il faut le repenser autrement pour que ça s'adapte mieux à leurs limites. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'aspect ergonomie ? Si tu veux, je peux sursauter sur un truc que je voulais prélever pour faire un petit lien avec le cinéma, si ça ne te dérange pas. Je vais finir ce que je dis et après tu peux rebondir dessus. Par exemple, le projet dont Axel parlait tout à l'heure avec le cerf-volant, donc c'est du coup c'est mon projet sur lequel en fait on va mettre un cerf-volant on va devoir tirer des fils, mais le gros problème qui se pose, c'est que comment on fait jouer une personne debout pendant 10, peut-être 15 minutes, mais 10 minutes, les bras en l'air. Donc ça, c'est un problème simple, hein. C'est difficile de rester 10 minutes les bras en l'air, donc on va essayer justement d'adapter le jeu et peut-être le mécanisme, le contrôle alternatif, pour que ça s'adapte au mieux aux joueurs. Donc on va faire des tests, peut-être qu'ils ne peuvent pas rester 10 minutes les bras en l'air, mais peut-être qu'ils peuvent rester 1 minute les bras en l'air, puis ils peuvent les redescendre et les remonter. Et tout ça, on va l'adapter avec les phases de gameplay pour que ça s'accorde au mieux avec le jeu et l'univers. Voilà.
tu peux y aller maintenant. Est-ce que peut-être avant de passer est-ce que tu peux nous dire quel cursus tu as suivi avant d'arriver à l'Engmin, quel parcours tu as eu, quelles études tu as pu faire avant? Ok. Alors, je viens pas du tout du monde du jeu vidéo, mais alors pas du tout. Donc quand je suis arrivée dans l'école, j'étais perdue. Ils utilisaient des mots que je ne connaissais pas du tout, comme par exemple le rigging ou voilà. Enfin bref, c'est des mots techniques. Du coup, moi, j'ai fait une licence de psychologie, donc rien à voir. J'ai travaillé 2 ans en tant qu'éducatrice judiciaire à Mayotte. Et après ça, j'ai voulu changer, j'ai voulu un milieu un peu plus créatif. Et donc, du coup, je me suis orientée vers l'Engmin, que je ne connaissais pas non plus, et que j'ai appris à connaître via des articles du Parisien. Je me suis dit, mais tiens, c'est quoi cette école? En plus, public, mais super. Et donc, du coup, voilà, je suis un peu rentrée comme ça, même si j'étais quand même joueuse avant. Mais voilà, donc ça ne veut pas dire que, même si on est extérieur au monde du jeu vidéo, qu'on ne peut pas y rentrer. Au contraire, ce qui est intéressant, je rejoins ce que Simon disait, on a des parcours tous très différents. Et parfois, en fait, dans nos projets, c'est tellement instructif quand quelqu'un a un parcours différent et va se dire, par exemple, s'il est réalisateur et qu'il maîtrise les caméras, mais c'est tellement intéressant qu'ils viennent dans notre jeu et qu'ils nous disent, bon, attends, là, tel éclairage, telle caméra, ça va pas. Et c'est bien parce qu'il a un background différent qui apporte un plus au jeu. Donc, faut pas, en tout cas, si vous êtes intéressé un jour de changer, allez-y, vous serez toujours un plus. Et entre les personnes qui sont dans la salle, en effet, j'avais pas pensé à elles, je pensais plutôt aux jeunes auxquels ils sont confrontés, mais effectivement, s'il y a des vocations dans la salle, pourquoi pas. Voilà. Bon, je vais au moins expliquer mon parcours tant qu'on y est. Moi aussi, je viens du monde de psychologie. Moi, j'étais aux États-Unis en faisant mon bac tranquillement. Donc, j'ai eu un bachelor en psychologie. Ensuite, j'ai passé dans le monde NGO, sûrement pour la prise en charge des vétérans des guerres d'Irak et Afghanistan. Donc, évidemment, c'est un parcours assez spécifique et qui n'est pas du tout lié aux jeux vidéo. Mais suite à ma rentrée ici en France, bien sûr, j'ai trouvé ce parcours et bien sûr que c'était public. Donc, vous entendez, pas cher. Ça m'intéressait. Et donc, métier de passion, toujours... je voulais faire carrière, mais pourquoi pas. Donc, je souhaite rebondir sur ce que dit Nadia sur l'aspect UX design pour faire un petit peu plus aussi sur le lien avec le cinéma. Ce qui est notre principale occupation, c'est qu'on a une interaction qui n'est pas présente dans le cinéma. C'est plutôt passif. On regarde, on le perçoit et on fait notre avis. Le problème, c'est que quand on mélange action et perception, on a beaucoup moins de capacité de comprendre ce qui se passe et apprendre comment on interagit avec quelque chose. Donc, par exemple, en cinéma, vous avez ce phénomène aussi. Quand il y a beaucoup qui se passe sur l'écran et vous voulez diriger l'attention du public vers quelque chose, généralement, il faut l'indiquer. Donc, c'est à nous de dire au GD, généralement, est-ce que vous avez bien indiqué cela? Est-ce que c'est bien compréhensible? Un exemple, c'est aussi dans Dune, par exemple. Si vous vous en souvenez de la scène avec les boucliers, qui est dans la première quinzaine de minutes, c'est clairement indiqué. Bleu, c'est bloqué l'attaque, mais rouge, le couteau est passé. Donc, c'est quelque chose de très intuitif au niveau de la public. Du coup, nous, on essaie de faire ce genre de boulot. Donc, passons à d'autres choses. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de parler de mon spé quand même. Alors, donc, moi, je vais parler de la conception sonore et le management. Et ce que j'ai dit précédemment, la principale occupation des jeux vidéo, c'est toujours l'interaction. Et c'est ça, en fait, que la conception sonore a un très grand questionnement. Quelle musique va jouer si le joueur fait ci, si le joueur fait ça? Il faut prévoir toutes ces actions. Essayer de réfléchir l'enchaînement d'un joueur, s'il passe d'un niveau, il commence, il rentre dedans. Ok, qu'est-ce qu'il entendra? Est-ce que c'est un lien avec ce qu'on voit à l'écran? Comme dans le cinéma, bien sûr. Le seul problème, ce n'est pas en fait nous qui contrôlons. Et donc, évidemment, il faut que des choses soient vraiment en lien avec l'action à l'écran à tous les instants. Et si le son n'est pas en lien avec le son, ça peut très vite sortir le joueur de l'expérience. Par contraire, avec le cinéma, le joueur peut mettre pause sur un jeu et jamais revenir dessous.
dans le cinéma, il reste assis, il a payé son argent, il a un peu de l'intérêt de rester là. Avec nos jeux, on a très peu de temps et très peu de frustration que le joueur peut subir. Donc, si par exemple un son de pas n'est pas correct ou n'est pas assez satisfaisant, ça peut amener un joueur de quitter le jeu. Mais son rôle, c'est aussi de faire le contraire de cela, c'est-à-dire de s'investir plus dans le jeu. Si on a une musique, un bande de son assez original, on fait un sort d'engagement sur le long terme sur le jeu également. Il y en a pas mal en fait des BO, bandes originales, qui sont devenus des vrais, disons des claques. Je vais citer quelques exemples que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est des pistes. Par exemple, il y a un jeu en 2015 qui s'appelle Undertale. C'est un jeu qui est fait par une personne, mais il a fait un bande de son incroyable. À part de cela, il y a quoi d'autre? Nier Automata, c'est un autre exemple, mais en tout cas, vous ne saurez pas ces exemples, mais si vous avez des autres exemples, allez-y. Oui, on peut citer quasiment l'intégralité des jeux Nintendo qui sont ultra marquants en termes de bande sonore. Je pense que vous avez tous en tête le thème de Mario ou le thème de Zelda. Bon, là, c'est plus Nintendo, mais ou le thème de Sonic, etc. Donc, ouais, la partie son dans la musique, la musique est très importante en général dans le jeu vidéo et dans l'identification du jeu vidéo. Je rajouterais même, moi ça me fait penser à un jeu qui s'appelle Blind Legend. C'est un jeu qui se joue uniquement à l'oreille. Enfin, il n'y a pas du tout d'interface. Vous fermez les yeux, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone, donc c'est Blind Legend. Fermez les yeux et vous savez ce que vous devez faire. Et enfin, c'est marrant parce qu'au début c'est un jeu c'est un sondier qui a créé ce jeu-là parce que il est passionné. Et tout le monde lui a dit mais c'est un jeu super accessible pour les personnes non-voyantes. Lui, il n'y avait même pas pensé. Enfin, il s'est juste dit qu'il allait créer un univers sonore. Et voilà, donc, petite aparté. Merci mes camarades. Alors, il y a un autre aspect de la conception sonore qui, je vais faire la liaison avec GD, Game Design, et la conception visuelle. C'est en fonction de la DA qui est définie par la conception visuelle en lien avec la pôle de GD qui va décider ce qui va créer sonorément. Je ne sais pas si c'est un mot, mais de la vision sonore, c'est en fonction du DA. Et donc, ça passe avec une coordination de ces trois pôles. Donc, en fonction de ce qui va définir, on va bien sûr, comment on dit, itérer. Je ne sais pas pour vous de la cinéma, mais nous, on a des délais très courts pour faire la pré-production, c'est-à-dire en imaginant des assets, en imaginant un premier prototype, et ensuite on passe à la phase qu'on appelle production. C'est pendant ce stade-là qu'on aura des choses qui seraient à peu près dans la pierre et on ne peut pas les changer. Donc, on a très peu de temps. Un peu, mais c'est un peu vite, oui. Ouais, ça dépend. En tout cas, vas-y. Oui, il y a Chris a raison dans le sens où il y a des délais très courts et généralement quand on passe en phase de prod, on n'a pas le temps de revoir une mécanique. Mais ça dépend de comment on organise. Je pense qu'on pourrait peut-être y revenir au moment où on parlait du management. Mais on a différentes organisations de production qui peuvent s'adapter à ça, notamment la méthode agile et la méthode Scrum, qui est très connue et très utilisée. Bon, c'est la liaison parfaite pour parler de management. Ce que vous avez vu, que chaque spé a son propre priorité. Et forcément, ça fait un peu bateau pirate. On a des spé, par exemple, nous en UX design, souvent on est à l'encontre de game design, souvent, parce qu'on est obligé de dire aux parents de jeu que leur enfant est moche et les joueurs n'apprécient pas. Et donc c'est pas vraiment un positionnement, pas très fun de temps en temps, mais c'est nécessaire. Au niveau de tous ces pôles qui ont tous leurs propres horaires de production, généralement c'est au prog de les intégrer de tous ces rêves et pour voir ce qui fonctionne. Vas-y. Oui, on adore faire ça. C'est faux. Donc les progs sont vraiment en fait où généralement ils vont intégrer la rêve. Donc conception visuelle, bien sûr, et créer le background, conception sonore, ça le soutient. Game design, ça imagine le tous. Et nous, on vérifie que tout se passe bien. Mais chacun de ces pôles a ses propres horaires, propre planning. Donc, c'est au management d'essayer de réunir tous ces pôles qui travaillent dans le même but et qu'on arrive au but au même moment. Et c'est ça la principale occupation du management, c'est d'essayer d'organiser cette schéma de production dont j'ai parlé
et ensuite faire la liaison entre les pôles et décider des priorités ensuite. Par exemple, si par exemple il y a un mécanique qui a besoin de sortir, mais un autre qui a la même priorité, c'est lui qui tranche. C'est-à-dire, OK, peut-être celui-là, ça implique beaucoup plus de temps. Et nous, on a notre deadline ici. Il faudrait qu'on coupe, par exemple, ces mécaniques pour qu'on puisse arriver à l'heure. Donc, il va donner le rythme du danse. Bien sûr, il y a des équipes qui, des fois, fonctionnent sans management, mais avec un manager beaucoup plus cadré, centralisé. Et ensuite, ça facilite les échanges, puisque son première occupation, c'est également la cohésion de l'équipe. Il va faire par exemple, ce qu'on appelle des stand-up meetings. C'est au début de la production d'un jeu, définition de l'univers, partage des idées, et bien sûr, commander des pizzas pour tout le monde à la fin de prod. Mais management, c'est aussi, généralement, on appelle ça chef de produit. Ce n'est pas projet, excusez-moi. Et ce que je voulais dire, c'est vraiment, c'est au niveau logistique qui s'organise. Il n'est pas, par exemple, quelqu'un qui promouvoir le projet, il essaie vraiment de mettre le produit de début jusqu'à fin. Mais des fois, il y a une interface entre lui et ce qu'on appelle les publishers ou les producteurs. Donc, des fois, oui, tu veux en dire? Producteur, ça fait partie du management et chef de projet, c'est celui qui va organiser la production. Justement. Oui. Je pense que vous connaissez bien aussi dans le monde du cinéma le producteur. Enfin, voilà. C'est la même chose, mais dans le jeu vidéo. Bon, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, vous avez un petit peu de temps encore. Ouais. Si vous voulez préciser des choses, allez-y, et avant qu'on passe aux questions. Non, je pense qu'on peut passer aux questions. Je crois que en fait, sur l'ordinateur qui est là, on a un exemple de quelques projets qu'on a pu faire enfin, la fin de l'année dernière, dans la première échéance qu'on a en fait dans l'année qui s'appelle les nano-projets, qui est des projets qu'on réalise en 2 semaines, avec une semaine réelle de temps de production, enfin de jours banalisés pour ça. Donc on a le résultat des étudiants si vous voulez voir ou même essayer, on a des manettes si quelqu'un est partant. Je voudrais ajouter un élément clé à cela. On n'est pas tous forcément au courant de comment fabriquer un jeu à ce moment-ci. Les nanoprojets sont vraiment, un baptême par le feu. C'est-à-dire, vraiment, on n'a même pas tous les outils pour communiquer, on n'a même pas la connaissance nécessaire. On est donné juste un temps défini, on dit débrouillez-vous, faites le mieux que vous pouvez. Donc, on est content de vous montrer le résultat de nos 15 jours de travail. Ouais, avant de lancer, on peut peut-être prendre des questions et je vous encourage vraiment à venir essayer parce que nous on y a déjà joué et ça peut être un petit moment pour vous amuser. Merci. Merci pour ces présentations. Si j'ai bien compris, parmi les premiers projets, il y a une limite de temps, donc une expérience de 10 minutes. Alors la question, est-ce que ce qui prime justement, c'est la mécanique de jeu qui doit être évidente, ou il y a quand même parmi les projets des gens qui veulent mettre en avant plutôt une dimension esthétique, une dimension narrative, un peu à la manière d'un court-métrage? Ou est-ce que, comme il y a cette limite de 10 minutes, en premier, c'est de la mécanique de jeu qui doit être originale, intuitive? En fait, ce qu'on appelle déjà, il y a le GD qui fait son idée, qui nous présente son idée. Si c'est un jeu plutôt narratif, alors déjà, on choisit sur les pitchs sur lesquels on veut travailler et d'autres pas. Donc, moi, j'avais envie de travailler sur un jeu narratif, par exemple. Donc, du coup, je m'oriente plus vers ça. Et ça dépend. En fait, ça dépend. Du coup, vu que l'idée proposée et pitchée, c'est un jeu narratif, si on part sur ça, on part sur un jeu narratif tout le long. Et en fait, on va plutôt adapter les mécaniques à la narration. Et par contre, si c'est un jeu qui va avoir un gameplay plutôt nerveux, à ce moment-là, déjà la narration sera peu présente pour laisser de la place au gameplay. Donc voilà, ça dépend du pitch de départ. Et aussi, pour parler un peu d'ergo, des fois, c'est les joueurs qui vont nous dire ce qui est important et ce qu'on avait croyé au départ qui était important. En fait, ce n'est pas ça. Donc, des fois, ce qu'on voit au playtest, c'est que ce que les GD a dit, ça va être super fun. Mais en fait, ils ont profité, par exemple, au lieu de sauver, par exemple, un personnage principal, ils ont pris plus de plaisir à mettre le feu à ce personnage, par exemple.
Et oui, dans l'idée, comme dit Nadia, c'est vraiment en fonction des équipes. Je sais que par exemple, Nadia est sur le projet Kite Kid, dont vous a parlé Axel juste avant, qui est donc le cerf-volant avec les servomoteurs. Et la personne qui l'a pitché, donc Nino, qui est un collègue prog, avait vraiment une idée narrative derrière, et avait une volonté de narration, d'ambiance vraiment. L'idée du contrôleur alternatif est venue après, pendant la pré-production. Enfin, tu pourras en parler mieux que moi. Et par exemple, il y aura d'autres projets qui va être par exemple le projet sur lequel je bosse, qui s'appelle Dumpling Looking for Something Fulfilling. C'est long, on va changer de nom, promis. Mais dans l'idée, c'est un jeu de sport entre bao, donc les raviolis super bons, avec des jambes qui s'envoient des aliments pour fourrer ou se faire fourrer, dans l'idée. Donc ça, vous comprendrez que le concept narratif n'est pas extrêmement poussé. L'idée, c'est vraiment d'avoir un game feel, ce qu'on appelle donc le game feel, donc la façon de jouer, comment le joueur va ressentir le jeu, d'avoir vraiment un game feel poussé et de centrer l'expérience là-dessus. En fait, ça va dépendre complètement des projets. Bonjour, merci pour cette présentation. J'aurais voulu savoir, vu que vous venez d'univers différents, vous êtes dans des parcours différents, qu'est-ce qui vous a motivé finalement, par exemple, à partir de la programmation ou plus dans de l'UX design? Est-ce qu'il y a des titres qui vous ont profondément marqué et qui vous ont poussé à aller dans cette direction? Et si oui, est-ce que vous pourriez parler de ces expériences pour justement montrer quel est l'impact de votre discipline à chaque fois par rapport à la création d'un jeu vidéo et à l'expérience joueur surtout? D'accord, je peux commencer. Okay. Alors moi, du coup, moi je viens de l'informatique. J'ai fait la licence informatique de Bordeaux juste avant, après avoir fait un bac S, spécialité informatique. Bref, j'ai toujours aimé l'informatique. J'ai eu la chance pendant mon stage de troisième en fait de faire mon stage à un studio de jeux vidéo, donc qui était indé à l'époque, qui est le studio Nerial. Qui depuis a créé un jeu qui s'appelle Reigns, qui est génial, qui a sorti aussi récemment un jeu qui s'appelle Animal Farm. Bref, j'ai pu faire un stage d'observation d'une semaine. J'étais déjà un peu intéressé à l'informatique parce que j'ai un oncle qui développait, qui m'avait dit bah tiens, c'est comme ça qu'on crée des sites web, donc j'ai commencé à coder des sites web en HTML. Bon, après je suis parti sur Python. Bref, tout bien de magie noire, spécialité prog. Et en fait, ce stage, j'étais en mode, mais c'est absolument ce que je veux faire en fait, parce que c'est aussi bien de la technique que j'aime bien dans l'informatique, mais aussi bien le côté créatif, côté artistique que j'aime beaucoup aussi. C'est dans mon temps libre, je dessine beaucoup, je crée des histoires, je fais de la musique. Bref, le côté créatif m'a tiré énormément. Et du coup, après en termes de jeux qui m'ont attiré, moi je suis très casu en termes de jeux. Donc moi, je suis très fan de la saga Zelda. Donc j'y ai joué toute mon enfance, donc c'est ça qui m'a fait passer des heures à jouer à des jeux vidéo quand j'étais petit. Ouais, et du coup j'ai très vite voulu créer des jeux, créer avec. Ce qui est bien sur internet, c'est qu'il y a beaucoup de ressources et beaucoup de moteurs qui permettent ça. On a Game Maker qui est très facile à utiliser, on a RPG Maker qui permet de faire des RPG très très vite, bref, qui est super à utiliser. Et donc très vite j'ai continué à bosser des trucs dans mon coin. Et sorti de ma licence, pendant mes licences, j'ai 2 amis qui m'ont dit bah regarde, il y a ce master c'est un master de jeux vidéo, c'est public, et ça a l'air super. Et c'est sur concours par contre. Donc j'ai fait le concours avec 2 amis. Je suis le seul survivant. mais bon, ils vont bien, hein, promis. Mais dans l'idée, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé là et j'en suis très content. Du coup, moi j'étais plus orientée vers le parcours conception visuelle au début pour Lunchmin. Donc j'aime bien, j'adore dessiner, mais j'ai pas le background technique pour faire des assets 3D de jeu. Du coup, je me suis dit ok, j'ai une licence de psychologie, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller en ergonomie parce que malgré tout, j'adore la psychologie et ça ramène aussi l'humain dans le jeu vidéo. Se dire on crée pour des joueurs, donc il faut que nos jeux soient fun et qu'ils apprécient l'expérience.
En fait, j'ai bien choisi parce que l'ergonomie, c'est ce qui me convient le mieux. Mais il faut savoir aussi que dans le jeu vidéo, les frontières ne sont pas bien délimitées. C'est-à-dire que là, on vous les a présentées un peu comme ça. Mais souvent, dans le jeu vidéo, on a plusieurs profils. On peut très bien faire de l'ergonomie et faire de la programmation, faire du management et faire du game design. Donc, je me dis aussi que l'école, c'est aussi un moyen pour moi de faire ce que j'aime bien, de faire de l'ergonomie, mais aussi d'apprendre des logiciels que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, je compte utiliser cette expérience pour des projets M1 parce que j'ai mon graphe juste à côté de moi. Donc je sais que je vais regarder sur son écran, je vais lui poser des questions. Et voilà, c'est aussi un apprentissage. Enfin, l'engine, c'est aussi un apprentissage avec les autres et on s'apporte beaucoup, beaucoup mutuellement. Et que ce soit à l'école, mais même pour nos projets futurs, pour créer ensemble, quoi. Pour moi, je suis un peu dans le même bateau que Nadia. Évidemment, malgré moi, j'aime bien la psychologie. Et évidemment, quand j'ai tapé sur le moteur de recherche, école de jeux vidéo, et j'ai vu qu'il y avait une filière qui demandait, voire exigeait une licence en psychologie. Je voulais pas dire exiger, c'est fortement conseillé. On peut être venu de tous les parcours tant que c'est un bac plus 3. Mais pour moi, c'était vraiment en fait une précédente passion qui m'a mené sur cette piste-là. Moi, j'étais musicien à l'époque. J'ai passé à peu près 6-8 ans à vouloir être musicien de studio. Et ce qui m'a manqué, c'était la collaboration en groupe pour des projets créatifs. Cet échange d'idées, de voir une idée de son début jusqu'à la fin, le sentiment qu'on réussit d'un projet qui, pendant tout au long, c'était la cata. Mais à la fin, que vous sortez quelque chose dont vous êtes fier, je signe. C'est où, en fait, je peux signer le plus vite. Mais une autre partie, c'est bien évidemment, il y a un autre côté qui est dans notre métier de UX design. C'est à peu près nous qui essayons de lutter pour l'end user, la personne qui va visionner et utiliser le produit. Donc, c'est une certaine manière un plaisir de juste essayer d'améliorer le plaisir ressenti de quelqu'un. Par exemple, quand on cuisine, ça fait toujours plaisir quand on goûte nos plats et c'est délicieux. Pour nous, on est plutôt des personnes qui vont dire OK, est-ce que la salle est bien allumée? Est-ce que en fait les coussins sont très, par exemple, douces? On va faire tout ce que l'invité dans notre monde va sentir à l'aise et puisse en profiter pleinement. Donc, il y a un peu ce plaisir d'amélioration, de plaisir final de quelqu'un. Donc, c'est ça qui m'a amené au final, c'est la créativité et de faire ressentir un bon moment. Voilà. Juste, je me permets, vous n'avez pas donné de jeux qui vous ont inspiré par hasard? Je suis une grosse joueuse de World of Warcraft. Voilà. Et du coup, ouais, ça correspond pas du tout à qui je suis physiquement, mais voilà. J'aime trop ce jeu. J'ai commencé très jeune et maintenant je fais des pauses. J'essaye d'autres jeux aussi. Et ça évolue. Enfin, le profil de joueur, je pense qu'il évolue aussi avec le temps. Qu'au début, on se retrouve à jouer à certains jeux et puis après, on dit non, je ne vais plus toucher. Ça, c'est chronophage. Donc, du coup, je vais peut-être me concentrer sur d'autres choses. Donc, voilà. Bon, il y a tellement de jeux, mais je vais me dater déjà avec ces rêves. Certains le connaîtront peut-être, qu'ils étaient nés dans les années 90. Il s'appelle Age of Empires. C'est un jeu RTS. On construit notre propre empire et ensuite on met nos petits soldats et ensuite ils se battent et on gagne ou on perd. Mais de toute manière, j'étais toujours intéressé par les jeux RTS, Real-Time Strategy. Mais aussi des jeux extrêmement narratifs qui te fait ressentir, qui vous fait ressentir des choses. Par exemple, les jeux japonais sont reconnus pour ça. Final Fantasy, ils sont bien connus pour avoir un son incroyable qui te met directement dans l'univers des personnages que vous y accrochez. Comme dans un bon livre, vous pouvez vraiment ressentir dans un univers. Donc, tout ce qui est en lien avec ça, au lieu de vous donner trop de titres, c'est ça ce que j'aime. Voilà. S'il y a d'autres questions, on est toujours dispo. Mais sinon, je crois qu'on devrait passer pour démontrer nos projets, non? Oui, exactement. Ça va être l'heure de laisser la place au prochain. Oui, allez-y. Ou la vidéo? Ouais, ça sera peut-être mieux sur Kitty Cake Boom. Alors, comme vous expliquez,
Voilà. Comme c'est expliqué à Axel, si vous cherchez Engine Bundle sur Itch.io, dont on vous parlera après, vous allez tomber sur cette page qui vous rassemble l'intégralité des projets qui ont été faits. Là, vous avez les projets M2, qui sont les projets de fin d'année qui ont été faits par l'année, les P17. Donc, nous sommes les P18, donc la 18e promotion. Voilà. Et les M2 étaient les P17 et ont fini leur projet. Et là, ils sont partis en stage. Du coup, vous avez leur projet ici. Et là, vous avez les nano-projets dont je vous parlais. On va pouvoir regarder Kitty Cat Boom. Voilà. Est-ce que ce sont des projets qui sont accessibles après? Enfin, c'est des liens qu'on pourra oui, transmettre, d'accord. Oui, ils sont en libre accès sur, j'allais dire libre accès sur Itch.io, qui est une plateforme de partage de jeux, un peu comme Steam, un peu comme Epic Games, etc. Vas-y. Ok, donc on commence avec mon projet, donc quel plaisir déjà. Un petit mot avant de commencer, c'est un racing game avec un petit twist. Le truc c'est, vous devrez cumuler de la vitesse, mais à la ligne d'arrivée, vous allez affronter face à face. Vous commencez dos à dos, à peu près comme un duel. Vous accumulez de la vitesse et éventuellement, vous allez vous exploser. Pour un petit truc sur le trailer, c'est moi qui l'ai fait tous les voix, donc appréciez-le. Once upon a time, in Boxtown, Craft City, or was it Carton Town? I mean, whatever you want to call it, there lived two cute little cats, and they were friends for over 40 years. Those are cat years, of course. But an event will change their friendship. At the corner of the intersection of 57th and 8th, our two cats saw a huge succulent fish. And things quickly took a turn for the worse. Get your dirty paws off my dinner, street cat. I'm the prettiest, so it's obviously mine. Hey, who do you think you are, you little brat? Meow meow, it's my fish, motherfucker. Speed, edginess, adrenaline. Grab your friend by the collar and get ready for the ride of your life. Blast him and yourself into outer space. Je sais pas si vous avez des questions sur Kitty Cat Boom par hasard. Et sinon, on peut aussi vous montrer donc le jeu qu'on a réalisé avec Nadia, qui est donc Overdrifter. Nadia, est-ce que tu veux en dire deux mots? C'est un jeu d'overboard, une course d'overboard. Du coup, les deux joueurs doivent finir une course avec un paquet à récupérer et ils doivent arriver, donc avec le paquet, arriver le plus rapidement possible à la ligne d'arrivée. Sauf qu'il y a un paquet pour deux. Donc vous allez vous le piquer tout le temps, enfin quand vous le pouvez, pour arriver à la ligne d'arrivée et avoir le paquet. Voilà. Et on parlait des chefs de projet, et c'est notre chef de projet, donc Mano. Oui, voilà, c'était une blague, une petite blague. C'était même notre Mano projet. Voilà, si vous voulez, il y a 6 jeux comme ça, je crois. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tous aussi exceptionnels les uns que les autres. Je ne dis pas ça parce que je suis étudiant ici. Et je vous conseille vraiment d'aller voir parce que on a taffé.